Chers Thaï respectés, chers frères et sœurs et chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 28 octobre, et nous sommes dans le temple du Nectar du Dharma, au hameau du Bas. Et cette retraite, on regarde les 14 entraînements à la pleine conscience de l'ordre de l'inter-être. C'est notre sujet d'étude. L'ordre de l'inter-être a été fondé, créé par Thaï au milieu des années 60, à l'époque de la guerre du Vietnam. Et il y avait un grand besoin de compréhension et de compassion pour prendre soin de la haine et de la violence qui se répandaient dans le pays. Les 14 entraînements à la pleine conscience, ils sont en relation avec notre façon de vivre notre vie quotidienne, notre façon de vivre dans le monde, dans la société. Comment est-ce que nous répondons aux problèmes du monde, de la société, dans notre façon de penser, notre attitude, nos opinions, nos façons de voir les choses. Alors ces 14 entraînements, ils nous aident à voir très clairement l'impact de notre pensée, de notre parole et de nos actions sur l'environnement et sur le monde et sur la façon dont nous vivons ensemble. Ces entraînements, ils expriment véritablement notre esprit d'amour véritable et la compréhension que le bonheur n'est pas une affaire individuelle. Ce sont les 14 entraînements à la pleine conscience de l'inter-être fondés par Thaï, mais en fait ils peuvent être pratiqués par n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'être un membre officiel de l'ordre de l'inter-être pour pratiquer les 14 entraînements. En réalité, le plus de personnes les pratiquent, le mieux c'est. Alors peut-être que vous pouvez les regarder pour vous-même et les étudier pour voir en quelle mesure ils résonnent en vous, surtout à la lumière de l'état du monde aujourd'hui. Le plus j'étudie ces 14 entraînements, le plus mon cœur se réjouit parce que je vois qu'il y a une issue, une porte de sortie qui mène à la transformation. Non pas seulement pour moi, mais pour l'humanité tout entière. Et ça réjouit mon esprit. Il me donne un vrai sentiment de joie. Et ces 14 entraînements, nous sommes tous capables de les pratiquer, de les appliquer dans notre vie. Et pratiquer ces 14 entraînements, pour les pratiquer, c'est bien d'avoir une sangha, un lieu de refuge pour le faire ensemble avec d'autres personnes. Avec une sangha, on peut partager nos joies, nos difficultés. Et dans nos interactions avec les autres, on découvre nos énergies d'habitude et surtout nos énergies de pensée. Notre pensée, c'est la base de tout. Quoi que nous disions, quoi que nous fassions, nous l'avons d'abord pensé. Alors, prendre conscience de notre pensée et de l'inclination de notre esprit, c'est très important. Et c'est là où la transformation commence. Alors c'est très bien d'avoir une sangha avec laquelle pratiquer. Et la sangha, c'est ce qu'on appelle un kalyana mitra, c'est-à-dire un ami spirituel. Un ami spirituel, c'est quelqu'un qui sait comment
nous montrer les choses avec beaucoup d'habileté. Et peut-être qu'on a une habitude qui a des racines dans notre esprit. Et cette personne va être capable de nous le dire de façon à ce qu'on puisse l'écouter, le reconnaître et reconnaître l'effet de nos actions. Alors, avoir un ami spirituel, c'est très précieux. Et de l'autre côté, savons-nous nous-mêmes être un ami spirituel? Si nous voulons avoir un ami spirituel, il faut commencer par devenir notre propre ami spirituel, développer ces qualités en nous-mêmes. Ainsi, on peut s'aider nous-mêmes et on peut aussi aider les autres sur le chemin. Alors, ces 14 entraînements à la pleine conscience, ils nous aident à voir très clairement l'impact de nos pensées, paroles et actions sur notre environnement, le monde et sur la façon dont on vit avec les autres. Ce sont vraiment des lignes de conduite pour notre vie quotidienne. La plupart de ce que l'on appelle des préceptes sont en fait des interdits. Et ils commencent avec les actions du corps. Et les 14 entraînements à la pleine conscience, qu'on appelait autrefois des préceptes, maintenant on les appelle des entraînements, comme on appelle les 5 préceptes, des 5 entraînements maintenant. Donc ces 14 entraînements commencent avec l'esprit. Et le noble octuple sentier commence aussi avec l'esprit et ça montre l'importance que le Bouddha a accordée à l'esprit, aux actions qui naissent dans l'esprit. Dans les 14 entraînements à la pleine conscience, il y a 3 catégories. La première catégorie concerne d'abord l'esprit. La deuxième, c'est le 8e et 9e entraînement. Il concerne la parole. Et du 10e au 14e concerne surtout nos actions corporelles. Bien évidemment, les actions de l'esprit, de la parole et du corps ont toujours l'esprit comme base. Donc, quand on pratique ces 14 entraînements à la pleine conscience, on pratique de façon à transcender notre haine, notre ignorance, et on cultive la compassion et la sagesse grâce à eux. Ils nous aident aussi à regarder, à comprendre la nature de l'intérêt-être de tout ce qui est. Ça signifie que rien ne peut exister par soi-même. Chaque chose se manifeste grâce à beaucoup d'autres conditions. Nous existons grâce à beaucoup d'autres conditions. Sans eau, sans air, sans la terre, sans chaleur, sans le soleil, la lune, on ne pourrait pas vivre. Donc nous sommes à cause de beaucoup d'autres conditions. Et nous sommes tels que nous sommes grâce à beaucoup de causes et de conditions. Et nous sommes aussi tels que nous avons nourri notre corps et notre esprit. Quand nous nous réveillons le matin, si notre corps et notre esprit se sentent légers, on peut penser qu'on a eu un repas léger la veille. Si on a fait la fête la veille, il se peut qu'on ne se réveille pas aussi frais, n'est-ce pas? Et c'est même peut-être qu'on a eu alors il s'agit d'être conscient, de reconnaître, de voir comment est-ce que nous nous nourrissons, quelles sont les nourritures, les boissons que nous prenons, quel est l'effet que ces choses ont sur notre corps et notre esprit. Vous êtes ce que vous mangez, ce que nous buvons, ce que nous
sentons, ce que nous voyons, ce que nous touchons, quelle que soit la chose que avec laquelle nous entrons en contact, cela arrose des graines dans notre conscience du tréfonds. La conscience du tréfonds est cette fonction de notre conscience qui garde tout. Elle maintient tout notre potentiel. Et notre potentiel, c'est ce qu'on appelle les graines. On a la capacité d'être heureux. Alors, et on dit, on a la graine de bonheur, on a la capacité d'être joyeux, on a la graine de joie, on a la capacité d'être colérique, donc on a la graine de colère, on a la graine de haine, d'avidité, de discrimination. Nous avons tous ce potentiel, tout le monde a le même potentiel, mais en certains d'entre nous, certaines graines sont plus fortes que d'autres. Et elles sont plus fortes parce qu'on les a peut-être héritées, la force d'une graine de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, de notre société, de notre nation. Et par ignorance, nous avons laissé certaines graines être arrosées à l'intérieur de nous. Et il aurait mieux valu ne pas les laisser être arrosées. Avec la graine de pleine conscience, on peut voir quelles graines vont être arrosées dans notre conscience du tréfonds. Et c'est ce dont nous voudrions parler un peu aujourd'hui. La pratique des entraînements à la pleine conscience nous aide à prendre conscience des graines qui sont arrosées dans notre conscience du tréfonds. Alors pour moi, ça me donne un certain pouvoir. J'ai le pouvoir. C'est pas que j'ai reçu ce pouvoir, mais c'est pas seulement parce que j'ai reçu les entraînements, mais c'est parce que je les ai lus, je les ai étudiés. Et maintenant, je peux voir quelles graines vont être arrosées dans ma conscience. Et la base de cela, c'est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, cela signifie ramener le corps et l'esprit ensemble. Souvent, on a l'impression que notre corps est là et notre esprit est là-bas, ou que cela soit peut-être à l'extérieur, c'est peut-être de l'autre côté du monde, ou peut-être même sur la planète, sur la Lune, très 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 loin d'ici. Il se peut que notre esprit soit dans le passé ou dans le futur, ou soit entraîné par quelque chose qui se passe dans le présent. Alors la pleine conscience, ça veut dire ramener notre esprit là où notre corps est. Ça veut dire ici, quel que soit ce ici. Ramener l'esprit dans la demeure du corps. Notre corps, c'est la première demeure de notre esprit. C'est la demeure de notre esprit. Ramener notre corps à notre esprit à notre corps. Peut-être qu'avec le son de la cloche, on peut pratiquer cela. En entendant le son de la cloche se déroule dans le moment présent. Et notre corps est aussi dans le moment présent. Notre corps n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui se déroule. La cloche qui se produit ramène notre esprit dans notre corps pour voir ce qui se produit dans notre corps. Alors, réjouissons-nous du son de la cloche et ramenons notre corps, notre esprit à notre corps. Et on peut passer en revue notre corps de sommet de la tête jusqu'à nos orteils. Et si on trouve des tensions, à quelque endroit que ce soit dans notre corps, on peut les reconnaître. Reconnaître la présence de cette tension et respirer un instant avec cette tension avant de continuer à passer en revue notre corps. Respirer, reconnaître la tension peut nous aider à l'adoucir, à la détendre, à la relaxer un peu.
En passant en revue mon corps, j'ai détendu mon corps et après avoir fini quand j'ai pris conscience de ce qui se passait aussi autour de moi et je me suis rendu compte qu'il pleut à l'extérieur. Et le son était très fort à l'intérieur de moi et à l'intérieur de mon esprit, c'était très calme. Et la pluie a résonné plus fort. Quand on ramène notre esprit à notre corps, on prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et on peut prendre soin de cela et on prend aussi soin de ce qui se passe autour de nous. Les entraînements à la pleine conscience nous donnent une façon de vivre et chaque entraînement nous montre une action éthique. Et cette action bénéficie à tous. Et elle repose vraiment sur la prise de conscience que le bonheur n'est pas une affaire individuelle. Les 14 entraînements à la pleine conscience, quand on les pratique, c'est pour nous changer nous-mêmes et ainsi on peut changer la société. Et la société peut aller dans la direction de la compréhension et de la compassion. Tai dit qu'en vivant une vie joyeuse, on change la société. Donc la pratique, c'est pas seulement de vivre en pleine conscience, mais la pratique nous entraîne aussi à vivre avec joie. Donc la pleine conscience, c'est pas une affaire sérieuse dans le sens sérieuse, triste. Quand on regarde ces entraînements, on voit que la chose la plus importante dans ces entraînements, c'est de ne jamais abandonner personne. Ces entraînements sont très inclusifs. Ils ne laissent personne sur le côté de la route, dans le besoin. Alors aujourd'hui, on voudrait regarder le 6e et le 7e entraînement. Et on voudrait les regarder à la lumière de la diligence juste, du zèle juste. Alors je vais lire le 6e entraînement à la pleine conscience. Si vous n'avez pas le texte avec vous, le 6e entraînement nous montre comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre colère. Conscient que la colère bloque la communication et crée de la souffrance, nous nous engageons à prendre soin de l'énergie de la colère quand elle se manifeste et à reconnaître et à transformer les graines de colère qui reposent profondément dans notre conscience. Quand la colère se manifeste, nous sommes déterminés à ne rien faire et à ne rien dire, mais à pratiquer la marche ou la respiration consciente pour reconnaître, embrasser et regarder profondément les causes de notre colère. Nous savons que les racines de la colère ne sont pas à l'extérieur de nous, mais qu'elles peuvent être trouvées dans nos perceptions erronées, notre manque de compréhension de la souffrance en nous et dans les autres. En contemplant l'impermanence, nous allons devenir capables de nous regarder et de regarder les autres avec les yeux de la compassion, surtout ceux que l'on pense être la cause de notre colère. Et on va pouvoir aussi reconnaître le caractère précieux de nos relations avec eux. On va pratiquer la pleine conscience pour nourrir notre capacité de pleine conscience, de joie et d'inclusivité, en transformant graduellement notre colère, notre violence et notre peur, et en aidant les autres à faire de même.
Nous nous engageons à prendre soin de l'énergie de la colère quand elle se manifeste. C'est une pratique en elle-même. Il se peut qu'on se soit mis en colère dans le passé et quelqu'un nous a dit « Ah, tu es en colère ». Et on a dit « Je ne suis pas en colère ». Non. Et d'une façon qui est très claire, qui montre clairement que nous sommes en colère. Alors reconnaître la colère et prendre soin d'elle dès l'instant où elle se produit. Parfois, on a besoin de quelqu'un d'autre qui nous montre qu'on est en colère. Au premier instant, on risque de ne pas la reconnaître. Comment est-ce qu'on peut reconnaître la colère avant qu'elle se manifeste? D'abord, il faut savoir que nous avons une graine de colère. Elle se manifeste peut-être pas très souvent, et quand elle le fait, peut-être que c'est assez doux, mais on a une graine de colère. Et quand les causes et les conditions sont suffisantes, elle va se manifester. Alors, on a cette graine dans notre conscience du tréfonds. Et une de nos pratiques consiste à ne pas arroser la graine de colère, à éviter d'arroser cette graine de colère en nous. Thaï dit qu'on peut demander à d'autres personnes de nous aider. Si il y a quelque chose, ou peut-être quelqu'un qu'on aime, ou un ami dans la sangha qui dit ou qui fait quelque chose qui touche notre graine de colère, on peut demander à cette personne, s'il te plaît, sache que quand tu dis quelque chose de cette façon-là, ou quand tu agis de cette façon, ça arrose ma graine de colère. Est-ce que tu peux m'aider, me soutenir en n'arrosant pas ma graine de colère? Je suis heureuse de dire ce que tu as à me dire, mais est-ce que tu peux le dire d'une autre façon? Et si nous pouvons penser à quelque chose, on peut aussi donner des suggestions. Peut-être qu'ils peuvent commencer par nous dire « c'est ma perception », au lieu de dire « tu fais ceci ». C'est ma perception que tu fais cela. Alors, on peut parler en disant que j'ai cette perception qui est peut-être fausse, mais je voudrais quand même partager cela avec toi. Et la meilleure façon de soutenir les autres en interagissant avec eux de cette façon-là, c'est d'interagir avec eux de la façon dont on voudrait qu'ils interagissent avec nous. Et pour moi, à nouveau, ça me donne beaucoup de pouvoir. J'ai vraiment, ça me rend active. Je ne suis pas là uniquement en tant que victime. Je ne suis pas seulement victime des interactions avec les autres, mais je peux être part de ce qui se passe. Une graine de colère peut être arrosée parce qu'on entend, parce que les autres nous disent. Nous ne pouvons pas toujours donner notre avis aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bon de prendre du temps pour réfléchir et pour nous demander est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elles disent? C'est ce que je pratique moi-même. Est-ce qu'il y a de la vérité dans ce que cette personne dit? Et parfois, la réponse, c'est que je ne vois pas de vérité. Et parfois, la réponse, c'est peut-être qu'il y a quand même une petite part de vérité. Alors, je vais prendre uniquement une petite part.
je prends ça, cette petite part de vérité. Je peux regarder, contempler et voir quelle est la racine de mon action, de ce que mon ami a pointé. D'où est-ce que cela vient? Avant que je continue, je vais entendre un autre son de la cloche. Peut-être que votre façon de répondre, c'est aussi la manière dont votre père, votre mère répondaient. Et peut-être que nous avons hérité, nous continuons à répondre de la façon dont nous avons hérité de nos parents. Et en continuant à pratiquer, on réalise que nous ne nous transformons pas seulement nous-mêmes, mais nous pratiquons aussi de façon à transformer nos parents. Nous sommes leur continuation et quoi que ce soit que nous transformions, nous le faisons aussi pour nos parents et pour nos ancêtres. À la racine de nos actions, si à la racine de nos actions il y a de la peur, peut-être que nos parents avaient de la peur, peut-être notre père, notre mère avaient une forte graine de colère. Et peut-être que la peur était la racine de leurs actions. Et peut-être que cette peur, c'est la racine de l'action que notre ami a pointée. Et la peur a toujours à voir avec ce qui est inconnu, avec l'inconnu. On n'a pas peur du passé, on a peur du futur. Nous ne savons pas ce qui va se produire à l'avenir. C'est quelque chose d'inconnu. Et les choses inconnues, on en a peur. Est-ce que ça va me bénéficier ou non? Est-ce que ça va être bon pour moi ou non? Pour moi, la meilleure façon de prendre soin de la peur quand elle se manifeste, c'est de demeurer fermement établi dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, je peux voir ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le prochain moment, mais quand le prochain moment devient le moment présent, je vois ce qui se passe. Et l'image que j'avais, c'est celle de... imaginons que je marche dans un tunnel et il fait noir. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans le tunnel, mais je peux toucher les parois du tunnel avec mes mains et bien sûr avec mes pieds. Alors je touche les murs, comme ça je sais ce qui se passe. Et comme ça, je sais ce qui se passe dans le moment présent. J'ai conscience de mes pieds et très doucement, j'avance le pied avec prudence. Et mon pied touche le sol en face de moi. Et alors, je suis dans le moment présent et je sais que je peux avancer. Si je pose le pied et qu'il n'y a rien, je ne sais pas. Et je ne vais pas avancer parce que j'ai toujours peur. Alors, j'enlève le pied et je vais un peu plus sur la droite ou sur la gauche. Si j'ai cette image si je reste dans le moment présent, si je
Si je cours dans le tunnel noir sans savoir ce qu'il y a devant moi, je risque de tomber dans un trou. Je ne suis pas dans le moment présent. Je cours vers le futur pour savoir ce qu'il y a au bout du tunnel. Mais en fait, j'ai tout le tunnel à traverser. Donc si je cours vers le futur, je risque de tomber. Mais en avançant doucement, c'est comme si j'attendais que le futur avance vers moi. Et ainsi, de moment en moment, je peux rester dans le moment présent et répondre de façon appropriée. Je ne peux pas. Je peux faire des plans, et on doit faire des plans, des projets, mais il va falloir ajuster les plans, les projets quand le futur va devenir le moment présent. Alors ça, c'était à propos de la graine de peur. Et quand il y a de la peur en moi, il y a de la peur maintenant. On a une pratique, j'inspire, j'ai conscience que la peur est présente en moi maintenant. J'expire, je prends bien soin de la peur et je l'embrasse. Peut-être c'est ma pratique, je ne suis peut-être pas très bonne dans cette pratique et peut-être que je n'ai pas forcément beaucoup de succès. Ça ne calme pas ma peur. Alors je ramène mon esprit à mon corps parce que je sais que ce qui est dans mon esprit se manifeste aussi dans mon corps, à certains endroits de mon corps. Alors je ramène mon esprit dans mon corps et je passe en revue mon corps, comme on l'a fait tout à l'heure, et je scanne mon corps et je risque de rencontrer une sensation physique assez forte. Et je peux me dire, ah, ça, c'est ma peur. Et je peux respirer avec cette sensation physique. Je ramène mon esprit dans cette partie de mon corps et je respire. Et je reste avec cette sensation. Et à certains moments, je me rends compte que je retourne à une histoire que je me raconte dans ma tête et je ne suis plus dans ma sensation physique. Et immédiatement, je ramène mon l'esprit à mon corps, la sensation physique. Et je fais ça à chaque fois que je me rends compte que mon esprit s'est embarqué dans une histoire à nouveau. Et en fait, petit à petit, je me rends compte qu'en faisant ça, la sensation devient plus douce et petit à petit, elle s'évanouit, elle disparaît. Et au bout d'un moment, miracle, la peur a disparu de mon esprit. Elle n'est plus présente comme formation mentale. Et un point très important. Et à ce moment-là, il faudrait, chose très importante, il ne faut pas revenir à l'histoire qui a provoqué la peur parce que immédiatement, ça va ramener la peur. Laissez cette histoire de côté. Et d'abord, retrouvons la stabilité en nous, calmons-nous, allons pratiquer la méditation marcher, revenons à nos pas qui touchent le sol. J'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. Et ainsi, on s'établit vraiment fermement dans le moment présent. On peut arroser des graines de joie, de bonheur, pour contrebalancer l'effet de la peur. Et alors, ça peut prendre quelques jours, ou même quelques semaines. Et quand on sent qu'on a assez de stabilité, assez de calme, assez de paix, assez de joie, de bonheur, on peut regarder la peur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette chose dont j'ai peur? Qu'est-ce que c'est cet inconnu? À quoi c'est relié cet inconnu? De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'on va faire un long voyage dans un pays qu'on ne connaît pas.
Et on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Et une fois qu'on sait ce dont on a peur, c'est beaucoup plus facile d'être en contact avec cette peur et on va être capable de faire quelque chose pour prendre soin de cette peur. Si on voyage dans un autre pays, on va peut-être se rendre compte en lisant des choses ou en posant des questions à d'autres personnes de ce qu'on va trouver là-bas. Et en même temps, on continue à renforcer notre capacité à demeurer dans le moment présent, à être pour faire partie du voyage pendant que le voyage se produit et à ne pas courir en avant de la situation que l'on va rencontrer et de pouvoir répondre à chaque situation avec calme et clarté, demeurant dans le moment présent, sans fuir. On a parlé aussi de la colère. Alors, il faut voir quelle est la cause de notre colère. Mais avant cela, l'entraînement à la pleine conscience nous conseille de ne rien faire et de ne rien dire. C'est une pratique. Ne rien dire ni rien faire. Mais on sait ce qu'il faut faire. Retourner à notre méditation marcher et à notre respiration consciente et reconnaître que nous sommes en colère et regarder profondément. Souvent, les racines de notre colère sont en nous-mêmes. On a des perceptions erronées. Quelqu'un a dit quelque chose et on pense qu'ils l'ont fait exprès pour nous blesser. Ils étaient maladroits. Peut-être qu'ils ne voulaient pas nous blesser, ils ont peut-être juste été maladroits. Peut-être qu'ils ne savaient même pas que ce qu'ils allaient dire pouvait nous blesser. Ils ont déjà dit la même chose à quelqu'un d'autre et rien ne s'est passé. Alors pourquoi est-ce que ça nous blesserait, nous ? Peut-être que nous ne comprenons pas que cette personne a dit quelque chose ou a fait quelque chose à cause de leur propre souffrance. Je pense qu'on se connaît assez bien. Quand on souffre, c'est pas si évident de pratiquer la parole aimante. Nous le savons. Ça prend de la pratique, ça demande de la pratique de pratiquer la parole aimante en toutes circonstances. Surtout quand notre souffrance concerne la personne qui nous parle. Peut-être que cette personne nous irrite. On souffre. Et quand on parle à cette personne, il n'y a pas de bonté, de bienveillance dans nos paroles. Cette pratique de ne rien dire et ne rien faire, surtout quand on est en colère, c'est vraiment un défi. Comment est-ce qu'on fait ça? On vit dans une communauté, on se met en colère contre quelqu'un. Est-ce qu'on ne va rien dire à cette personne en toutes circonstances? C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, de ne rien dire. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à interagir avec cette personne sans s'occuper de ce qui nous a mis en colère? Pour moi, c'est ça, ce que signifie ce ne rien dire. Parce que sinon, dans notre communauté, chaque fois quand on est... Si on arrêtait de parler à la personne qui nous met en colère, si on faisait tout ça, on deviendrait une communauté très silencieuse. Donc c'est une bonne pratique de continuer à communiquer tout en évitant de façon civile, en pleine conscience, mais sans s'occuper du problème jusqu'à ce qu'on se soit calmé. Et il faut d'abord regarder ce qui s'est passé en nous. Pour nous, ici au village des Pruniers, pendant les réunions ou quand on est avec plusieurs personnes,
S'il y a quelque chose qui nous irrite, quelque chose que quelqu'un nous a dit, qui a arrosé notre graine de colère, nous, on peut joindre les paumes et dire « Je voudrais m'absenter un petit peu, un instant, faire quelque chose, aller marcher un peu, aller prendre une tasse de thé. » Et on peut sortir et aller prendre la méditation, aller faire une méditation marche et prendre soin de la colère qui vient de s'élever en nous. Cette pratique, elle est aussi très importante dans toute relation. Il s'agit peut-être juste de savoir comment amener cet espace dans une relation. Quand nous sommes en colère, on peut juste s'écarter pendant un instant. Si on travaille dans un bureau, ça arrive encore de nos jours, même si beaucoup de personnes travaillent à la maison. Mais quand on travaille dans un bureau, on peut toujours dire oh, « Excusez-moi un instant, on peut aller aux toilettes et respirer, prendre soin de notre colère et revenir plus calme. » Ce n'est pas seulement nous qui allons bénéficier de cette pratique, mais tous les autres autour de nous aussi. En contemplant l'impermanence, on va pouvoir regarder avec les yeux de la compassion et reconnaître le caractère précieux de nos relations avec les autres. Et je pense que c'est bien de regarder l'impermanence en général. Quand je regarde en arrière, la génération passée, la génération avant moi, ils sont tous déjà morts. Et ça me frappe que quand mon grand-père, ma grand-mère sont décédés, ils me manquent, mais je vois aussi que j'ai un regret. Peut-être quelque chose que je n'ai pas fait et qui les aurait peut-être rendus heureux, ou quelque chose que j'ai fait et qui peut-être ne les a pas rendus très heureux. Et en fait, je me rends compte que ça s'est produit avec chaque personne de la génération précédente qui est décédée. Et ça m'a pris du temps de trouver la paix avec ça. Et je me suis posé la question, je me suis demandé qu'est-ce qu'il faudrait que je sois. Et chaque fois, j'ai trouvé la même réponse. Ce qu'il faudrait pour moi, c'est que je sois heureuse. Et ainsi, j'ai été capable d'accepter ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Et je me suis dit, ok, j'ai appris quelque chose de cela. Alors, ce n'est pas seulement un gâchis. Dans la pratique, on parle du bien de la souffrance. La souffrance a de la valeur parce qu'elle enrichit notre vie. Elle peut nous aider à grandir, à aller dans la direction de la transformation et de la guérison. Alors, contempler l'impermanence nous aide à nous regarder et à regarder les autres avec les yeux de la compassion. On aime nourrir notre capacité à comprendre, à aimer, à être joyeux et inclusif pour transformer notre colère et pour aider les autres à faire la même chose avec la pratique de la diligence juste. Alors la diligence juste, ça signifie prendre soin des graines que nous avons et prendre soin
des formations mentales. Et les formations mentales, ce sont des graines qui se manifestent dans notre esprit sous la forme d'état d'esprit, si vous préférez. Alors, on va peut-être se rendre compte que certaines formations mentales sont présentes plus souvent que d'autres, et on les appelle des énergies d'habitude. L'énergie d'habitude de penser, de parler, d'agir. Avec le son de la cloche, prenons un moment pour réfléchir, pour voir quelles sont nos énergies d'habitude. Énergie d'habitude de penser, de parler ou d'agir. Ça peut être une énergie d'habitude saine, positive, qui nous mène sur le chemin de la direction, de la transformation et de la guérison. Ou ça peut être une énergie d'habitude malsaine qui nous entraîne sur un chemin de souffrance. Alors, revenons à nous-mêmes et voyons ce que nous avons comme énergie d'habitude, la première qui nous vient. Alors, l'énergie d'habitude qui s'est manifestée en nous, c'est peut-être une façon habituelle de répondre à certaines situations de la vie. Je voudrais maintenant dessiner un diagramme des 4 diligences justes. Ça va nous aider à comprendre comment pratiquer, comment mettre ces 4 diligences en pratique. Diligence ou zèle. Ça rend les choses plus intéressantes que quand je fais juste une liste. On a déjà souvent eu la liste. Donc ici, c'était une graine. Et ici, sur le côté, ce sont aussi des graines. Alors là, en haut, c'est une formation mentale. Et sur le côté droit, ce sont aussi des formations mentales. Donc, graines sur la gauche et formation mentale sur la droite. La graine, c'est un potentiel. La formation mentale, c'est quand ce potentiel se manifeste sous forme d'état d'esprit. Et alors, on l'appelle formation mentale. Donc, si on parle de la colère, on a tous une graine de colère. Et on voudrait éviter que cette graine se manifeste sous forme d'état d'esprit, parce qu'alors ça signifie que l'énergie de colère est vraiment présente en nous. Et ce n'est pas agréable ni pour nous, ni pour les autres. Alors comment, que faire, comment pratiquer pour ne pas transformer cette graine en formation mentale de colère? Le Bouddha dit, c'est facile.
Est-ce que vous avez un jardin à la maison? C'est pas ce que le Bouddha a dit exactement, mais il aurait pu le dire. Est-ce que vous avez un jardin à la maison? Est-ce que vous avez déjà planté des graines dans votre jardin pour avoir beaucoup de cosmos, par exemple? Oui. Alors, si vous avez ces graines de cosmos dans le jardin, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour les faire pousser? Vous devez les arroser. Si vous vous contentez de les mettre dans le sol et qu'il ne pleut pas et que vous ne les arrosez pas, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de cosmos. Dans votre jardin, il y a peut-être aussi une graine de mauvaises herbes, beaucoup de mauvaises herbes. Et vous ne voulez pas que ces mauvaises herbes poussent. Alors ne les arrosez pas. Donc si ici nous avons par exemple une graine de colère dans le jardin de notre esprit, et on veut la garder sous forme de graine. C'est ok, ça va, ça ne nous embête pas qu'elle soit présente sous forme de graine. Mais pour cela, il faut qu'on prenne soin. Ça ne nous dérange pas qu'elle soit là, mais on ne veut pas que cette graine devienne une fleur dans le jardin de notre esprit et devienne un état mental. Donc il ne faut pas l'arroser. Donc en un seul mot, on dit éviter. Éviter. Donc c'est éviter d'arroser la graine de colère. Éviter d'arroser la graine. Mais si par accident, si on l'a arrosé ou si on a laissé quelqu'un l'arroser par accident et que la fleur de colère se manifeste, s'épanouit dans notre esprit, alors la chose la plus importante, c'est d'arrêter de l'arroser. Si on arrête de l'arroser, elle va se faner et elle va revenir à l'état de graine. Donc arrêtez d'arroser. Donc le mot qu'elle écrit, c'est surmonter. Arrêtez d'arroser. Donc, arrêtez d'arroser, c'est le langage du village des pruniers. Rien ne peut survivre sans nourriture. Notre colère ne survivra pas si on arrête de la nourrir. Et on peut arrêter de nourrir notre colère en ne retournant pas sans cesse à ce qui l'a éveillé. Il faut arrêter de retourner à ce qui a provoqué notre colère. Nous devons arrêter, stopper le contact avec la source qui a touché notre colère. Arrêtez de penser pourquoi cette personne a dit ça, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. C'était vraiment pas gentil. Et on rumine ces pensées sans cesse. On n'arrête pas d'arroser la graine de colère. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de cette rumination? Quand on retourne sans cesse quelque chose dans notre esprit, quand on rumine, surtout quand il s'agit de la colère, parce qu'on parle de la colère, peut-être qu'après 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure, notre colère a énormément grandi, grossi, parce qu'on n'a pas arrêté de l'arroser.
C'est comme être touché par la seconde flèche. Quelqu'un nous a blessés avec une flèche et on répète l'action sans cesse. Et c'est comme si on lançait une deuxième, une troisième, une quatrième flèche dans la même blessure. Et la deuxième flèche qu'on reçoit n'est pas 2 fois plus douloureuse, mais 100 fois plus douloureuse. Donc, coupez contact. Écartez-vous. Oui. Coupez le contact. Coupez le lien avec ce qui a produit votre colère. Éloignez-vous de la source de votre colère, de la chose qui a provoqué votre colère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une façon de faire ça, c'est de ramener notre esprit à notre corps, prendre conscience de notre corps, voir où notre colère se manifeste dans notre corps et respirer jusqu'à ce qu'elle se calme. Et alors on se sent beaucoup mieux. Mais on peut aussi pratiquer quelque chose, et cette pratique qu'on appelle changer de CD. Si on attrape la colère à temps, si je me rends compte que je rumine depuis 5 ou 10 minutes, il faut que je pratique de cette façon-là. Parce qu'après 5 ou 10 minutes, je risque de me réjouir d'une autre pensée, mais je reviens à la colère. Mais en fait, quand on prend la pensée assez tôt, on peut changer de CD. Quelle est la meilleure façon de changer de CD pour chacun? Est-ce qu'il s'agit de penser à quelque chose d'autre, penser à quelque chose d'agréable, de beau, ou est-ce que c'est de retourner à notre corps ou aller marcher, nourrir d'autres choses, se nourrir par d'autres organes des sens, amener d'autres choses à notre conscience, changer de CD. Là, un ami spirituel peut être très utile. Et toute la Sangha peut être un bon ami spirituel. Quand on est en colère, il y a toujours des amis, quelque chose qui se passe, et on peut peut-être aller travailler dans le jardin, et juste l'énergie joyeuse nous aide à changer de CD. Un bon ami qui va nous dire « Allez, viens, on va aller marcher, on va prendre un thé », changer de CD. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, elle a complété. Si on a une graine positive, qu'on voudrait renforcer, nous l'encourageons. À se manifester en l'arrosant. La pratique de la pleine conscience nous aide à faire ça. On arrose nos graines de joie en étant présent, en étant là dans le moment présent, en reconnaissant toutes les sources de joie qui sont présentes dans notre vie. Vous voulez peut-être vous asseoir avec d'autres personnes et faire la liste des joies. Quelles sont vos sources de joie dans votre vie? Et ça peut être des choses très petites.
sourire, le sourire d'un autre membre de la communauté. Je ne sais pas si quelqu'un a vu la pleine lune ces derniers jours. Ah, ça a été une merveilleuse source de joie. Elle était tellement belle. Mais la pleine lune ne peut être une source de joie que si nous sommes vraiment présents. La pleine lune peut être là, mais il faut que nous aussi nous soyons là pour nous réjouir de la pleine lune. Je sais ça par expérience. La pleine lune se lève à l'est. Et dans notre hameau, il y a un chemin qu'on peut prendre en marchant, où les sœurs marchent, et on peut voir la lune qui se lève. Et souvent, quand c'est la pleine lune, je regarde la pleine lune se lever. Surtout parce que c'est à côté de la tour de la cloche, et c'est tellement, tellement beau. Et un soir, j'étais pas présente, j'étais emportée par quelques formations mentales et je marchais vers le bâtiment de nos sœurs, devant la tour de la cloche, et il y a une sœur qui était là et elle m'a dit « Sœur, la pleine lune, regarde la pleine lune ». Alors imaginons que la pleine lune est là. Et voilà ce qui s'est passé. Ah oui. Et j'ai continué à marcher. Et elle m'a dit, mais sœur, la pleine lune, regarde la pleine lune. Parce qu'elle m'avait souvent vue et plus d'une fois, je lui avais dit à elle, viens regarder la pleine lune. Et elle a dû m'appeler plusieurs fois avant que je réagisse. Merci. J'ai fini par revenir et je me suis réjouie de la pleine lune. Et elle m'a vraiment aidée à changer de CD. Là. Parce que je n'étais pas d'humeur très joyeuse et elle a sans doute compris. Et donc elle m'a appelée, elle m'a rappelé et elle m'a encouragée à arroser une graine positive, la graine de joie et de bonheur. Elle s'est montrée un vrai ami spirituel. Alors, trouvez des moyens d'arroser les graines positives, de façon à ce qu'elles puissent s'épanouir et devenir une formation mentale. Et une fois qu'elles sont une formation mentale, qu'elles sont devenues une formation mentale, qu'est-ce qu'on fait? Alors on est joyeux, on est heureux. La formation mentale de joie s'est élevée. Tout est impermanent. Vous savez, tout se manifeste, disparaît. La joie peut disparaître la seconde suivante, à moins que vous pratiquiez de façon à la conserver. Notre joie vient, part et vient, et notre colère part et vient aussi. Et si nous voulons que notre joie demeure, il faut la nourrir. Nourrir notre joie la conserve. Restons en contact avec cette joie. Aussi longtemps que nous demeurons avec cette joie, elle augmente. Et aussi longtemps que je reste à contempler la pleine lune, je nourris la graine de joie, instant après instant. Il s'agit de maintenir, de conserver. Et concrètement, ça veut dire qu'on continue à arroser cette graine en restant en contact avec elle. On continue à arroser cette formation mentale en restant en contact avec elle. Dans chacun des carrés, il y a une des pratiques que l'on appelle la diligence juste.
Donc, c'est la pratique de la diligence juste, qui a 4 aspects. Les graines malsaines, on les évite. On évite de les arroser. Si elles sont arrosées, on arrête de les arroser. Les graines positives, on les arrose. Et quand elles se manifestent, on continue à les arroser. Exemple. C'est simple, mais ça demande de la pratique. Ces pratiques, ce sont des pratiques de transformation. Les graines malsaines n'auront pas la chance de se manifester, de devenir plus grosses. Elles peuvent même s'affaiblir. Et les graines positives ont la chance de se renforcer. Ainsi, les graines malsaines se manifesteront moins souvent et les graines saines, positives, se manifesteront plus souvent. C'est une pratique très importante à la lumière d'en prendre soin, de prendre soin de notre colère. Mais aussi, c'est une pratique très importante pour tout. De nos jours, on entend beaucoup parler de dépression. Il y a des gens qui disent « je suis déprimé ». Si on vous dit « je suis déprimé », et vous pouvez regarder ces pratiques. Si je suis déprimée, quel genre de graines est-ce que j'ai arrosé ces derniers temps? Quelles graines j'ai laissé être arrosées par les autres? Et ce n'est pas seulement les autres personnes, peut-être que c'est les informations. Combien de fois par jour est-ce que j'écoute les infos? C'est bien d'écouter les infos, mais ou de les regarder, ou de les lire, quoi que ce soit que nous fassions de nos jours. Mais quelles graines, quel genre de graines est-ce que ça arrose en moi? Et combien nous pouvons supporter, combien nous ingérons de choses négatives avant de nous sentir déprimés? Et l'issue de la sortie, c'est d'arrêter d'arroser ces graines et de commencer à arroser des graines saines et de continuer à les arroser. Avec l'aide d'un bon ami, d'un ami spirituel, et peut-être avec l'aide de la Sangha, on peut le faire. On peut écouter un son de la cloche avant que je continue. Pour conclure cet enseignement aujourd'hui. La diligence juste est nourrie par la joie et par l'intérêt que l'on porte à la pratique. Et le 7e entraînement à la pleine conscience s'appelle « Demeurer heureux dans le moment présent ». Et c'est une pratique très claire. Il s'agit d'arroser nos graines de joie et de bonheur. Donc le 7e entraînement nous aide à prendre conscience que la vie est disponible seulement maintenant. Hier, c'est déjà passé, demain n'existe pas encore. Le moment présent est le seul que nous ayons. Nous aimons nous entraîner à vivre profondément chaque instant de notre vie et à ne pas nous perdre dans la dispersion ou à nous laisser emporter par des regrets concernant le passé ou par les soucis à propos de l'avenir
notre avidité, notre jalousie, notre colère dans le moment présent. Et nous prenons la respiration consciente comme notre ancre. Nous y revenons toujours pour savoir ce qui se produit dans l'ici et le maintenant, de façon à pouvoir être en contact avec les éléments merveilleux, rafraîchissants et guérissants qui sont présents dans l'ici et le maintenant. Nous savons tous que la nature est très guérissante. Combien de fois avons-nous marché dans la nature et notre esprit a été quelque part ailleurs et nous avons manqué l'occasion de nous laisser guérir par la nature. La terre-mère est tellement magnifique. J'ai une photographie de la Terre, notre joyau du cosmos. Et juste regarder cette photo me rend tellement heureuse. Je sais que nous faisons des choses terribles à la Terre-mère. Et pourtant, elle est tellement aimante et embrassante. Et regardez cette photo, elle me fait réfléchir. Je me demande comment est-ce qu'on peut vivre notre vie de façon à prendre soin d'elle, parce c'est elle qui nous nourrit, qui nous maintient, nous maintient en vie, et c'est elle qui nous embrasse. Et il faut que nous prenions soin de notre terre-mère. And many of our Sangha members are engaged in protecting Mother Earth. Et beaucoup des membres de notre Sangha sont engagés pour prendre soin de la Terre-Mère. Et ici, au village des Pruniers, nous sommes végétariens et en tant que communauté, nous sommes véganes parce que nous voulons contribuer à protéger la Terre-Mère, à protéger les espèces vivantes. Nous faisons de notre mieux pour utiliser nos voitures et nos camions avec conscience. Et c'est pour ça que dans les grandes retraites, on commande des bus et on encourage les amis qui sont venus en voiture à prendre le bus et à ne pas prendre leur voiture individuelle. On a aussi des fermes joyeuses dans chacun des hameaux et on est très heureuse d'avoir des fermes joyeuses. Et merci à ceux qui en prennent soin, ceux et celles qui en prennent soin. Et de plus en plus, la communauté tout entière va dans la direction de prendre soin de la terre-mère, de plus en plus, mais petit à petit. Alors on va revenir au moment présent et arroser la graine de joie, de paix, de compréhension et d'amour en nous-mêmes pour que notre conscience puisse transformer et guérir. Et on aime aussi prendre conscience que le bonheur véritable dépend de notre propre attitude mentale et qui ne dépend pas de conditions externes. Quand nous pratiquons de cette façon, nous pouvons voir qu'on peut vivre heureux dans le moment présent parce que nous avons assez de conditions pour être heureux. L'attitude mentale, cette idée donc d'attitude mentale et que le bonheur ne dépend pas de conditions extérieures, ça peut être un défi. Par exemple, on connaît peut-être des gens
contre lesquels nous sommes en colère. Et on peut trouver ça très difficile de surmonter notre colère. Et on a une pratique qui s'appelle les 5 façons de mettre fin à la colère et à la haine. Et il y a une phrase là-dedans qui revient sans cesse. Si vous êtes en colère et que vous êtes sage, vous saurez comment pratiquer de façon à mettre fin à votre colère. Et donc, ce sutra nous donne 5 façons de mettre fin à la colère. Si les actions physiques de quelqu'un ne sont pas gentilles, mais si ses paroles sont gentilles, ne prêtez pas attention à ses actions, mais prêtez attention à ses paroles qui sont gentilles. Et cela vous aidera à arrêter d'être en colère. Mais si ses paroles ne sont pas gentilles, mais ses actions sont gentilles, si vous êtes sage, vous ne prêtez pas attention à ses paroles, mais seulement à ses actions physiques qui sont gentilles. Il s'agit de reconnaître qu'il y a toujours une graine de gentillesse dans cette personne qui peut se manifester. Et en reconnaissant que ses paroles ou ses actions sont gentilles, vous allez pouvoir interagir avec cette personne de façon à arroser la graine de gentillesse qui est présente dans cette personne. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui n'est pas gentil, vous concentrer sur ce qui est gentil. Et cela va aider les autres à se transformer. Donc si les actions de cette personne ne sont pas gentilles et que ses paroles ne sont pas gentilles non plus, alors il faut regarder un peu plus profondément et on va peut-être remarquer qu'il y a quand même quelque part dans le cœur de cette personne un peu de gentillesse. Et alors, on nous conseille de prêter attention à cette gentillesse qui est au fond du cœur, et ni aux paroles, ni aux actions de cette personne, mais à nourrir cette gentillesse qui est présente dans le cœur de cette personne. Et vous attendez peut-être si les actions de cette personne ne sont pas gentilles, si leurs paroles ne sont pas gentilles et s'il n'y a aucune trace de gentillesse dans le cœur de cette personne. Et alors quoi? Est-ce qu'alors là, on a le droit de se mettre en colère? Et le Bouddha dit non. Si vous rencontrez quelqu'un dont les paroles, les actions et le cœur n'est pas gentil, alors s'il vous plaît, sachez que cette personne souffre profondément et qu'elle a besoin de votre aide. Trouvez des moyens d'aider cette personne. J'ai regardé ça de temps en temps. Et chaque fois que je rencontre ça, je me dis, comment est-ce que c'est possible? Et je me rends compte que d'abord, je me suis dit, s'il n'y a pas de gentillesse dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leur cœur, il faut que je trouve des façons d'aider cette personne. Mais il y a beaucoup de souffrance. Et j'ai réalisé que les aider, ça ne signifie pas que je soutiens leurs actions qui ne sont pas gentilles. Je vois qu'il y a de la souffrance, mais pour causer autant de souffrance, cette personne souffre aussi, et que cette personne, si j'aide cette personne, elle va sûrement arrêter de faire souffrir les autres. Et ainsi, cette personne va peut-être pouvoir trouver en elle-même de la gentillesse. Et ça a été très important pour moi de découvrir cela. Aider. Alors, il y a peut-être des gens dans votre vie ou dans votre pays pour lesquels vous ne voyez rien de gentil. Et ces personnes ont besoin de votre aide. Surtout si c'est quelqu'un qui a du pouvoir dans ce qui se produit dans le pays. Alors il faut aider. Etai est un grand bodhisattva. J'ai dit plutôt que l'essence de ces 14 entraînements à la pleine conscience, qu'on appelle les entraînements de bodhisattva, que leur essence donc consiste à ne jamais abandonner personne.
à ne jamais laisser tomber qui que ce soit, même s'ils provoquent beaucoup de souffrance. Je ne me souviendrai jamais, le 21 septembre 2001, Tai a donné un enseignement dans l'église Riverside à New York. Après les attentats du 11 septembre, et Tai répondait aux événements du 9 septembre, du 11 septembre. L'attaque terroriste sur les tours. Je cherche le nom exact des deux tours jumelles qui ont été détruites. Alors, je retourne un tout petit peu en arrière, brièvement. Quand nous avons entendu la nouvelle de cette attaque terroriste, on était en Californie, dans un de nos centres, le Parc des Serres. Et un certain nombre de nos monémoniales sont allés voir Tai en lui disant voilà ce qui s'est passé, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire une manifestation pour la paix. Et Tai a commencé par dire non. On va aller sur la plage. Et tout le monde dit on va aller à la plage. Comment ça? Et Tai a dit oui, on va aller à la plage. Et oui, commander un bus, on prend le pique-nique et on va sur la plage. Et on est allé sur la plage. Et sur la plage, Tai nous a dit allez jouer, faites du foot, allez nager. Et Tai s'est allongé sur la plage. Et pendant qu'on était en train de s'amuser, Tai était juste allongé là, très calmement. Et puis on a pris notre déjeuner, notre pique-nique. Et après on est rentré au temple où on était. Et Tai nous a appelés plus tard dans la soirée. Il nous a rassemblés. Et Tai nous a dit, Tai va donner un enseignement à New York. Et à ce moment-là, il répondra à ce qui s'est passé. Avant que Tai donne cet enseignement à New York, on était là en train d'attendre avec lui et il a dit ce que Tai va dire mettra peut-être sa vie en danger, mais Tai doit le dire. Et dans l'enseignement, on a commencé en fait à lire, on a commencé par lire l'invocation en invoquant l'énergie, on a chanté pour invoquer l'énergie d'Avalokita. Et ensuite, Tai a donné son enseignement et ce qu'il a dit, c'est l'Amérique doit demander à l'Irak qu'est-ce que nous avons fait pour que vous nous fassiez cela. Tai ne laissait personne de côté. Tout arrive à cause de certaines causes, certaines conditions. Donc, un bodhisattva n'abandonne jamais personne. Et nous, ce qui ne signifie pas que l'on soutient les actes de quelqu'un qui provoque de la souffrance. On essaie de voir comment on peut aider cette personne. Et en disant ce qu'il a dit, Tai disait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous ce qu'on peut faire. Et pour faire cela dans notre vie quotidienne, il faut avoir la pratique de compassion d'un bodhisattva pour nous-mêmes et pour les autres. Et on peut le faire avec l'aide d'amis spirituels. On peut le faire en pratiquant la diligence juste, en comprenant que tout dépend de causes et de conditions. La compassion vient de la compréhension. Si on n'a pas de compréhension, la compassion ne peut pas se manifester. On peut penser qu'on est compatissant, mais s'il n'y a pas de compréhension, il faut vraiment se
poser la question, est-ce que la compassion est vraiment la compassion s'il n'y a pas de compréhension? Alors, on commence d'abord avec nous-mêmes. On peut se regarder nous-mêmes avec les yeux de la compassion pour comprendre pourquoi est-ce que nous pensons comme nous pensons, pourquoi est-ce que nous disons ce que nous disons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, quelles sont les graines que nous avons arrosées avec nos organes d'essence, avec notre vue, notre odorat, notre ouïe et notre pensée. Parce qu'on voit quelque chose, mais qu'est-ce qu'on pense en réponse? Qu'est-ce que cette pensée arrose en nous? La fondation, la base, c'est de générer l'énergie de la pleine conscience tout au long du jour, en revenant à notre respiration avec le son de la cloche, en ramenant notre esprit à notre corps et aussi avec la pratique de la méditation marchée. Je prends beaucoup refuge moi-même dans la méditation marchée pour rendre mes pas, pour marcher avec le mode de la méditation marchée tout au long de la journée. Parfois j'oublie, mais il y a un oiseau, un frère, une sœur, un son qui me ramène à la méditation marchée et en touchant la terre. J'ai dit tout à l'heure que en voyant la photo de la terre-mère, je ressens du bonheur, mais je sens aussi une énergie de prendre soin d'elle. Quand je marche sur la terre, je marche avec douceur et gratitude pour la terre-mère. Thaï dit « Marchez comme si vous caressiez la terre-mère ». Et je trouve que quand une caresse est très douce, c'est pas un bang, c'est pas un bang sur la terre, mais on atterrit doucement pour caresser. Et on peut poser notre pied doucement sur terre avec un impact très doux. Quand on entend quelqu'un arriver, le son des pas nous indique dans quelle humeur de la personne. Vous savez, comme ça, à l'école, quand le maître arrivait, on peut entendre tout de suite quel est l'état d'esprit de la personne. Donc, soyons conscients de l'impact de nos pas sur la terre et rendons nos pas. Et je me suis rendu compte que quand je commence à marcher comme ça, quelle que soit l'énergie que je ressentais avant, il y a une énergie de soin, de douceur qui se manifeste en moi. Et je me sens très bien. C'est un sentiment très agréable. Et c'est une très belle façon de pratiquer les 4 diligences, la méditation marchée. C'est une bonne façon d'éviter, de surmonter, d'encourager et de maintenir, de conserver. Il ne faut pas prendre un moment à part, avoir 20 minutes de méditation assise, mais on peut pratiquer la pleine conscience tout au long du jour en nous réjouissant de nos pas. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter ici et on va avoir une méditation marchée, si le temps nous le permet. Merci beaucoup. Je souhaite à tout le monde une belle pratique.